Bienvenue. Alors, on entend beaucoup parler de technologies éducatives qui promettent de faire briller les meilleurs élèves, de les pousser toujours plus loin. Mais le vrai défi, le cœur du problème pour n'importe quel système éducatif, c'est comment on fait pour ne laisser personne sur le bord de la route. Et justement, on a sous les yeux les documents d'une solution, Classe Sati, qui prétend s'attaquer précisément à ça. Leur promesse, elle est tirée d'une présentation de leur fondateur, Pankaj Agarwal, et d'une petite vidéo de démo, et c'est pas tant de transformer les bons élèves en génies, mais de rehausser radicalement le niveau de ceux qui sont en difficulté. C'est une ambition, disons, colossale. On va donc plonger de long, ensemble, voir un peu comment ça marche. Oui, et c'est une ambition qui change complètement la perspective. Au lieu de viser le sommet de la pyramide, on s'attaque à sa base. La plupart des technologies éducatives, elles se concentrent sur la livraison de contenu. Ici, les sources montrent que l'obsession, elle est ailleurs. Elle est sur la capture de données. Mais pas n'importe quelle donnée. La donnée de l'incompréhension. Oui, ou de l'incompréhension de chaque élève, en temps réel. Et c'est cette obsession, tu vois, qui dicte des choix technologiques assez surprenants. Alors, commençons par le début. Dans la salle de classe, l'enseignant arrive, il allume un tableau interactif et il lance l'application Classe Sati. La première chose qu'il voit, c'est une bibliothèque de ressources, c'est ça? Des plans de cours, des diapos, tout prêt à l'emploi. L'exemple qu'on a, c'est un cours sur les micro-organismes. Ma première réaction, c'est de me dire, est-ce qu'on risque pas, avec ces cours prêts à apporter, de formater un peu l'enseignement, de transformer le prof en simple opérateur de logiciel? C'est le piège classique, oui, le piège des plateformes tout en un. Mais la philosophie présentée ici, elle semble être d'alléger la charge, pas de dicter la méthode. La préparation d'un cours, la création de supports visuels, ça prend un temps fou pour un enseignant. L'idée, d'après la source, c'est de lui redonner ce temps. Il peut utiliser le contenu tel quel, mais surtout il peut l'annoter, le modifier, sauter une diapo, en ajouter une. Enfin, il reste le maître à bord. Le but, c'est pas de le remplacer, c'est de lui donner une base de travail solide pour qu'il puisse se concentrer sur ce que la machine, elle, peut pas faire. La pédagogie, l'interaction, l'étincelle, quoi. D'accord, donc c'est un gain de temps sur la préparation. L'enseignant fait son cours, il explique les concepts. Et là vient le moment crucial de vérifier si tout le monde a suivi. C'est à ce moment-là qu'il peut lancer un quiz. On imagine tout de suite la scène habituelle. 30 élèves, 30 tablettes, les problèmes de Wi-Fi, la tentation d'aller voir ailleurs. Mais c'est là que la solution prend un virage vraiment inattendu. Pas d'écrou pour les élèves. Exactement. Il mise sur un objet physique, presque rudimentaire en apparence. Un petit boîtier de vote, un clicker. Le sac de classe, il en contient 40. Chacun est numéroté et attribué à un élève. C'est très direct. L'élève numéro 12 a le boîtier 12. Et dessus, des boutons tout simples. A, B, C, D, E, vrai, faux. C'est tout. Mais c'est un choix matériel qui semble aller, complètement à contre-courant. Pourquoi pas utiliser le smartphone que la plupart des élèves ont déjà dans leur poche? Alors, il y a deux raisons fondamentales, et elles sont vraiment au cœur du système. La première, c'est l'accessibilité. Le fondateur, Pankaj Agarwal, il insiste sur un point. Ce sont les premiers clickers Bluetooth au monde, et surtout, ils fonctionnent sans Internet. Et ça change tout. Ça veut dire que ça marche dans une école rurale en Inde, comme dans un établissement ultramoderne à Doha. On élimine la fracture numérique dans la classe même. Et la deuxième raison, c'est la concentration. Un clicker, ça sert qu'à une seule chose, répondre à la question. Pas de notification, pas de jeu, pas de distraction. On focalise l'attention. D'accord. Donc on a 100% des élèves qui sont équipés, sans barrière technique, et quand la question s'affiche au tableau, tout le monde répond. Et c'est là qu'on touche à la vraie révolution que ce système propose. Dans une classe traditionnelle, un prof pose une question. 2, 3 mains se lèvent. Il interroge un élève. Résultat, il obtient une information sur la compréhension de 3% de sa classe. Et souvent les mêmes élèves en plus, les plus rapides ou les plus confiants. Ici, en quelques secondes, il a une réponse de 100% de ses élèves. Il voit plus un ou deux points de données, il voit une carte complète, instantanée, de la compréhension de toute sa classe. Il sait immédiatement que 70% ont compris, mais que 30% sont bloqués sur un point précis. C'est un changement de paradigme pour lui. Et il gère ça comment? Il est obligé de rester planté devant son ordinateur pour voir les résultats et passer à la question suivante? Non, et ça c'est une autre subtilité matérielle. L'enseignant, il a son propre boîtier. Une sorte de télécommande qui lui permet de contrôler le quiz en se déplaçant. Il peut arrêter le vote, afficher les résultats, passer à la suite.
Tout ça en étant au fond de la classe. J'avoue que l'image qui me vient, c'est celle d'un superviseur de quiz qui se balade. Est-ce que ça crée pas une distance finalement C'est une excellente question. Et c'est un risque. Mais la vision qui est défendue dans la source est à l'opposé. En se libérant de son poste informatique, il est plus enchaîné à son bureau. Il est libre de circuler. Il peut s'approcher d'un élève qui hésite, voir son boîtier, lui murmurer un indice. La technologie le libère physiquement pour qu'il puisse se rapprocher de ceux qui en ont le plus besoin. Et la boucle de rétroaction qui suit est très puissante. Le système, il dit pas juste « bravo, la bonne réponse est aidée ». Non, il affiche une explication détaillée, non seulement pourquoi D est correct, mais aussi pourquoi A, B et C sont des erreurs courantes. Chaque question devient une opportunité de micro-apprentissage pour tout le monde. D'accord, donc on a un système qui permet de sonder la classe en temps réel avec du contenu qui existe déjà, mais est-ce que le prof peut créer ses propres questions? Parce que c'est souvent ça le nerf de la guerre. Absolument. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. La démonstration est assez bluffante. L'enseignant prend son smartphone, il scanne une page de manuel papier, un article, n'importe quel texte, disons un paragraphe sur la photosynthèse. Le document apparaît instantanément sur son tableau de bord classe Satie. Rien que ça, c'est déjà une prouesse technique. C'est très très fluide. Et ensuite, il peut simplement parler à l'interface et demander « Génère-moi 3 questions de niveau facile basées sur ce texte ». L'IA analyse le contenu et hop, elle propose des questions à choix multiples. Elle peut même suggérer des images pertinentes pour illustrer chaque question. En moins d'une minute, un document papier, statique, inerte, est devenu un quiz interactif. Ça, c'est une solution directe à l'un des plus gros problèmes des enseignants. Le temps infini qui passe à créer du matériel. Précisément, ça transforme la corvée de création de contenu en un acte quasi instantané. La source insiste sur le fait que ça rend la révision avant un contrôle beaucoup plus simple et efficace. On scanne les chapitres clés, on génère une batterie de questions en quelques minutes. Mais la personnalisation va encore plus loin. Après un quiz, le système génère des rapports visuels très clairs. Par exemple, la classe maîtrise bien la préparation du sol, mais a des difficultés sur l'irrigation et les types d'engrais. Et que fait l'enseignant de cette information? C'est là que la boucle se referme. Il n'a pas à retourner créer manuellement un exercice de remédiation. Il a un bouton « Créer un quiz sur les points faibles ». Et en un clic, l'IA génère un nouveau questionnaire qui cible spécifiquement l'irrigation et les engrais. Pour toute la classe. C'est un cycle complet et ultra rapide. Enseignement, évaluation, diagnostic et remédiation ciblée. On est au cœur de l'apprentissage adaptatif, mais appliqué au groupe. D'accord. L'outil a l'air puissant en classe. Mais est-ce que l'expérience s'arrête une fois que la cloche sonne? Non, et c'est là qu'on comprend l'ambition de créer un écosystème complet. Pour les élèves, l'apprentissage continue à la maison. L'enseignant peut assigner des devoirs via la plateforme, et là il a le choix. Soit le même exercice pour tout le monde, soit, et c'est là que ça devient très personnalisé, des questions uniques pour chaque élève, adaptées à son niveau. Ce qui veut dire que l'élève en difficulté n'est pas découragé par des questions trop dures. C'est ça. Et l'élève avancé n'est pas ennuyé par des questions trop simples. C'est le principe de la différenciation pédagogique, mais automatisée à grande échelle. Et pour l'enseignant, le gain est immense. Parce que la correction, elle est entièrement automatique, bien sûr. Il passe plus ses soirées à corriger des copies. Il les passe à analyser des tableaux de bord qui lui disent qui a besoin d'aide et sur quoi. Les sources mentionnent aussi un tuteur IA dans l'application de l'élève. C'est quoi exactement? C'est une sorte de chatbot spécialisé par matière. L'exemple donné, c'est Sophia, le tuteur de mathématiques. Un élève est bloqué sur un problème à la maison, il peut poser sa question à Sophia, à l'oral, à l'écrit, ou même en prenant une photo de son exercice. Et l'IA, elle ne lui donne pas la réponse, elle le guide avec des questions, des indices, pour qu'il trouve la solution par lui-même. Elle adapte son niveau d'aide. Si l'élève va vite, elle va lui poser des questions plus difficiles. S'il peine, elle décompose le problème en étapes toutes simples. Et cet écosystème, il inclut aussi les autres acteurs du monde scolaire, comme l'administration ou les parents, non? Oui, c'est une plateforme à 360 degrés. Les administrateurs scolaires, la démo, montrent l'exemple de la Meralek Next International School à Doha. Ils ont un tableau de bord centralisé. Ils peuvent suivre les performances globales, les taux de participation, par classe, par matière, sur toute l'école. Le tout basé sur des données en temps réel. Et de leur côté, les parents ont leur propre application.
Ils voient les devoirs, les résultats de leur enfant en classe et à la maison. Ils reçoivent des rapports clairs qui leur permettent de mieux comprendre où leur enfant réussit et où il a besoin d'un coup de pouce. Donc, si je comprends bien, on a une boucle d'information continue qui relie tout le monde. L'enseignant, l'élève, l'administration, les parents. Tous regardent les mêmes données, même si elles sont présentées différemment. C'est exactement l'idée de ce que le fondateur appelle une plateforme complète. On aligne les efforts de tout le monde autour d'objectifs clairs et mesurables. La discussion entre un enseignant et un parent n'est plus basée sur une impression subjective. Elle est basée sur des données concrètes. Votre enfant a des difficultés sur ce concept précis, voici les exercices qu'on a faits et voici où il en est. Tout ça est très séduisant sur le papier. Mais quels sont les résultats concrets? La présentation avance des chiffres assez spectaculaires. On parle de résultats d'apprentissage qui seraient multipliés par 3. C'est un chiffre énorme, presque trop beau pour être vrai. Est-ce que les sources donnent des détails sur comment ils arrivent à ce chiffre? La présentation est, sur ce point, plus assertive que détaillée. Le protocole d'étude qui mène à se multiplier par 3, il n'est pas explicité. C'est clairement un chiffre marketing. Cependant, pour illustrer cet impact, Agarwal présente un graphique qui, lui, est beaucoup plus parlant. Il raconte une histoire plus nuancée. C'est une courbe de distribution des notes des élèves avant et après l'utilisation de classes Safi. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette courbe? Au départ, la courbe est très étalée. On a une forte densité d'élèves avec des notes très basses, certains qui tombent jusqu'à 20 sur 100. C'est la réalité de beaucoup de classes, quoi. Après l'implémentation, on voit toute la courbe se déplacer vers la droite, vers les meilleures notes. Mais le point le plus important, celui que le fondateur met en avant, ce n'est pas que le meilleur élève passe de 95 à 98. Non. C'est que le score minimum dans la classe passe de 20 à 40. Donc l'impact le plus significatif, il est sur les élèves les plus faibles. Exactement. C'est le plancher de la classe qui est massivement rehaussé. Et psychologiquement, c'est colossal. Comme le dit la source, pour un élève, passer de 20 à 40, c'est peut-être la différence entre un sentiment d'échec total et le début de la confiance en soi. C'est passer du statut « je suis nul, j'y arriverai jamais » à « ok, c'est difficile, mais je peux progresser ». Et c'est peut-être ça le véritable impact. Pas seulement l'amélioration des notes, mais la rupture du cycle de l'échec pour les élèves les plus fragiles. Pour résumer, Class Sati se présente donc comme un écosystème très intégré. Il combine du matériel simple, comme ses clickers Bluetooth, un logiciel puissant, du contenu pédagogique et une couche d'IA. Le but est de garantir une participation de tous, de fournir un feedback immédiat et exploitable, et de permettre un apprentissage personnalisé qui connecte l'école et la maison. C'est une vision très cohérente, oui. La technologie n'est pas une fin en soi. Elle est au service d'objectifs pédagogiques clairs. L'engagement, la différenciation, la remédiation. Et le fait que le système s'adapte en permanence à l'élève, que ce soit via les devoirs personnalisés ou le tuteur IA qui ajuste son aide. Ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui reste un peu en suspens. Laquelle? Les sources expliquent que le système calibre la difficulté pour que l'élève ne soit jamais ni en situation d'échec total, ni en situation de facilité ennuyeuse. Le défi est toujours à sa portée. C'est une approche très efficace pour acquérir des connaissances, c'est sûr. Mais la question qu'on peut se poser est la suivante. À long terme, comment un système qui personnalise si profondément la difficulté influence-t-il non seulement les savoirs d'un élève, mais aussi sa perception de l'effort, de la frustration et de sa propre capacité à apprendre? Si le défi est toujours parfaitement ajusté, est-ce qu'on apprend encore à surmonter une difficulté qui nous semble au départ insurmontable? C'est une question ouverte sur la psychologie de l'apprentissage à l'ère de l'IA.